Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, suite à mon dernier podcast sur l'origine de la souffrance, de vous parler de l'enfant intérieur. C'est le thème de cette publication d'aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer dans ce dernier podcast l'origine de la souffrance, que cette souffrance que nous portons, chacun de nous, s'est inscrite dans notre première cellule, puis dans le ventre de notre mère et à notre naissance, voilà, sous forme d'un programme. Je voudrais faire une parenthèse aujourd'hui parce que je n'ai pas précisé, je n'ai pas mentionné qu'en amont de cet enregistrement de la première cellule, il y a aussi nos mémoires karmiques. Parce qu'il faut bien comprendre que nous nous incarnons dans cette vie avec les mémoires que nous avons besoin de pacifier. Et c'est dans ce but que nous choisissons notre famille, notre généalogie, le pays où nous nous incarnons, les conditions de naissance, les parents dont nous avons besoin, aussi toxiques soient-ils ou extraordinaires, peu importe, pour transmuter les mémoires dont nous sommes porteurs et les pacifier. Alors je ne rentrerai pas ici dans des détails sur les mémoires karmiques, mais il est important de le noter. Ensuite, ce programme, donc, car c'est bien un programme, et bien sûr, il va se renforcer dans notre enfance aussi, par notre éducation, nos conditionnements et tous nos vécus successifs en fait. Et tous les événements vécus dans l'enfance viennent valider les croyances inscrites dans le programme d'origine. En d'autres termes, nous stockons dans notre mémoire émotionnelle, dans ce cerveau limbique, ce fameux cerveau, eh bien nous stockons tous les ressentis vécus de l'enfance, de l'enfant que nous étions, tels que. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur ? Alors l'enfant intérieur, c'est la représentation symbolique de l'enfant que nous avons été. Dans la biologie, cet enfant intérieur, il est notre mémoire émotionnelle. On l'a vu, c'est le cerveau limbique, c'est les émotions. En fait, nous portons à l'intérieur de nous, dans notre biologie, la mémoire de tous les âges. Bébé, petit enfant, enfant, etc. Alors à première vue, c'est vrai que l'idée qu'un petit enfant puisse continuer à vivre dans un corps d'adulte, ça peut sembler absurde. Mais il n'empêche que c'est exactement ce qui se passe biologiquement. Tous les enregistrements émotionnels que nous avons vécus depuis notre première cellule, tous les traumas non digérés, tous ces vécus ressentis, douloureux, non résolus, toutes les croyances qui découlent, bien sûr, sont inscrites dans notre cerveau limbique, dans notre cerveau émotionnel. Et c'est pourquoi, un peu comme une Madeleine de Proust, quand il y a une situation qui se présente dans notre vie d'adulte et qui ressemble de manière plus ou moins lointaine à un souvenir, à une mémoire, eh bien c'est l'enfant en nous qui réagit instantanément. C'est le cerveau limbique. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, dans notre vie d'adulte, nous avons vraiment l'impression de nous comporter émotionnellement comme un enfant. Mais c'est la réalité en fait. Parce que dans les moments d'émotion, nous n'avons pas accès au cerveau intelligent, la partie intelligente qui est le néocortex. On n'a pas accès à ce cerveau-là. C'est là où on trouve effectivement la raison, la logique, la connaissance, tout ce qu'on a appris intellectuellement, mentalement. Ça figure dans ce cerveau-là. Et on n'y a même pas accès. Alors il est vraiment fondamental de comprendre et d'accepter que l'enfant que nous étions, l'enfant d'autrefois, émotionnellement blessé, souffrant, est toujours vivant, actif à l'intérieur de nous, et qu'il est en grande partie à l'origine de notre souffrance. Alors j'ai envie maintenant de vous donner des exemples des différents types de blessures de notre enfant intérieur et aussi quelques exemples des causes possibles de ces blessures. Et bien sûr, tout ça n'est pas exhaustif, ce sont des exemples. Alors, fréquemment, très fréquemment,
la blessure de dévalorisation, de manque de confiance en soi, de ne pas se sentir exister. À mon sens, c'est la blessure la plus fréquente. Le manque de valeur est bien évidemment en lien avec une référence extérieure à nous, n'est-ce pas? Puisque c'est la valeur, c'est sur une échelle, ça se mesure en fait. Voilà. Donc, ce manque de valeur peut déjà s'enregistrer in utero. Exemple, un non-désir d'enfant. Mes parents n'ont pas ce projet, je ne suis pas attendue. Donc, inconsciemment, l'enregistrement, c'est j'ai pas de valeur. La même chose en ce qui concerne une séparation du couple après la naissance, par exemple. Là encore, inconsciemment, l'enfant va enregistrer s'ils ne restent pas ensemble, c'est que j'ai pas de valeur. Il y a également les sentiments d'abandon. Alors, même si l'enfant a été confié à des membres de la famille qui ont vraiment donné beaucoup d'amour, etc., le fait d'extraire un enfant de sa cellule d'accueil qui est parentale, les liens de sang du parent, papa, maman, le fait de l'extraire de cette cellule-là enregistre en lui un sentiment d'abandon. Et de la même manière, si un enfant reste très 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 longtemps dans une famille, une autre famille, quelle qu'elle soit, les grands-parents ou autres, et que de nouveau on l'arrache à ce cocon pour le ramener avec ses parents d'origine, ses géniteurs, il peut aussi ressentir une forme d'abandon. C'est un sentiment, ce n'est pas une réalité, c'est un sentiment. Et ce sentiment-là, bien sûr, va, encore une fois, inscrire une note de manque de valeur, puisqu'on ne garde pas. Il y a également en origine, ça arrive souvent, l'arrivée dans une fratrie où l'enfant n'est pas le bienvenu, en fait. Voilà. Il arrive dans une fratrie où il y a déjà suffisamment d'enfants, suffisamment de gestion de problèmes ou d'amour aussi, et que lui, c'est un petit peu la pièce rapportée, on va dire. Et dans ce cas, effectivement, le ressenti, c'est je ne suis pas le bienvenu, donc j'ai pas de valeur. Puis il peut y avoir aussi une fratrie, l'arrivée dans une fratrie où il y a un enfant qui prend toute la place, par cause de la maladie, par exemple, ou un handicap. Donc toute la focale parentale est sur cet enfant-là, et celui qui arrive, il a les miettes, et s'il a les miettes, ça touche sa valeur. Voilà, ce sont que des exemples, il y a bien d'autres sources encore. Il y a un autre type de blessure, c'est la blessure d'attachement ou de dépendance. Voilà, donc des enfants qui vont être vraiment dépendants du lien à l'autre, dans un lien très fort. Et ça, on le retrouve souvent dans la vie intra-utérine. Il peut y avoir des liens de gémellité qui ont été perdus dans le ventre de la mère. Donc des liens de fusion, d'attachement intense. Et puis il peut y avoir aussi un enfant qui s'est sécurisé par l'attachement à quelqu'un dans l'enfance. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sentiment de sécurité, c'est un sentiment de survie nécessaire à la survie. La sécurité est nécessaire à la survie. Donc si je me suis sécurisée en m'attachant à quelqu'un dans mon enfance, comprenez bien que je vais garder cette notion d'attachement comme étant vitale pour moi. Alors l'attachement, on peut aussi avoir été élevé dans des habitudes, d'accord, dont je ne peux pas sortir, parce que dans ma famille, c'est comme ça. On a des liens, on est un clan, on est très, très reliés, on ne sort pas du clan, voilà, on est attaché. Voilà. Et ça, c'est ma réalité quotidienne, donc c'est aussi ma sécurité. Donc l'attachement devient un ordinaire pour moi. Je peux aussi ressentir parfois, ce qui va créer ce sentiment d'attachement, de dépendance, je peux ressentir parfois un vide. Le vide que je vais ressentir à l'intérieur de moi. Et là, il y a beaucoup de raisons à cela. Et là, j'ai besoin que ce vide soit comblé par une autre personne, en fait. Tant que j'ai pas conscience. Voilà. Encore une fois, ce sont des exemples et il y en a bien d'autres. Autre exemple de blessure enregistrée dans l'enfant, c'est la difficulté à prendre sa place, à poser ses limites, à dire non,
à exprimer ses besoins. Là encore, est-ce que je suis accueillie au moment de ma naissance? Est-ce que voilà, j'ai un accueil qui me montre que je peux avoir une place dans cette famille? Et parfois, je ressens que je n'ai pas de place. C'est un ressenti, encore une fois. C'est pas forcément une réalité. Et la difficulté aussi de prendre ma place dans la fratrie. Il peut y avoir aussi une préférence parentale pour un autre enfant. Et puis, il peut y avoir, encore une fois, comme j'ai dit précédemment, sur l'autre blessure, c'est un enfant qui prend trop de place. Voilà. Du coup, moi, j'ai plus de place. J'ai le sentiment de ne plus avoir de place. Et puis, il y a des familles aussi, par rapport à l'expression. C'est des familles où on ne parle pas, où on ne dit pas. Donc là, j'ai pas le choix, je grandis dans ce silence, dans il faut se taire, il ne faut rien dire. Sans compter les familles, effectivement, où il y a des secrets. Et ça, l'enfant le perçoit. Il est porteur de ce secret. Donc tout ça va le conditionner à ne pas exprimer, à se taire, à ne pas dire, à ne pas oser dire. Et dans certaines familles, on va dire aussi, t'as pas le choix, c'est comme ça, ne discute pas. Voilà, tous ces enregistrements font que je peux me retrouver en tant qu'enfant avec cette blessure de j'ai la difficulté à dire les choses, à poser mes limites, à exprimer mes besoins, puisque je suis conforme aux besoins des autres. Difficulté à prendre ma place. Autre exemple de blessure, le perfectionnisme, l'idéalisme, la rigidité, le rapport au travail aussi, disproportionné. En fait, souvenez-vous, je crois que je l'ai déjà dit, c'est inconsciemment, quand j'arrive dans ce ventre maternel, quand j'arrive dans cette famille, eh bien je veux être l'enfant parfait. L'enfant parfait pour mes parents. Voilà, inconsciemment c'est ça. Parce que je veux être acceptée, je veux être aimée, tout simplement. Alors il y a bien sûr le modèle des parents, dans mes parents, comment ils se comportent. Si eux aussi sont dans des idéaux, dans de la rigidité, voilà, si mes parents travaillent comme des forcenés, etc. J'ai des modèles, je grandis dans des modèles. Donc en général, on retrouve ces modèles parentaux par rapport au travail, à la perfection, à la rigidité, aux principes, voilà, des valeurs de famille, des valeurs de la lignée aussi, parce que forcément, si les parents me donnent ce modèle-là, c'est que eux-mêmes l'ont enregistré dans leur propre famille, ainsi de suite. Voilà. Donc l'éducation qu'ils me donnent, voilà. Que ce soit nommé ou pas, c'est encore une fois, je grandis dans un clan où j'enregistre tout. J'enregistre la vibration, j'enregistre les paroles, j'enregistre les non-dits, j'enregistre tout. Je continue à enregistrer en tout cas. Autre type de blessure, se sentir différent, ne pas se sentir libre, se sentir coincé. Alors effectivement, quand je suis un enfant différent et que j'arrive dans une famille où il y a des règles à suivre, où on est dans quelque chose de très conforme, de très normalisé, eh bien par peur d'être rejeté de mon clan, une peur bien sûr de ne plus être aimé, toujours à la source, eh bien je peux ne pas oser montrer qui je suis. Alors je deviens dans ce cas-là un enfant complètement soumis, voilà, un enfant qui s'éteint quelque part, comme une petite bougie voilà, il y a la petite flamme de la bougie qui s'éteint. Mais il y a aussi des enfants rebelles et des enfants qui, eux, vont se battre pour essayer d'oser être ce qu'ils sont, donc oser manifester leurs différences. Mais ces enfants rebelles qui essayent de se faire entendre, c'est pas facile pour eux non plus, car ils sont très souvent critiqués, jugés, condamnés, et ces blessures laissent des traces. Voilà. Donc difficile d'être différent dans une famille qui est normale, entre guillemets, bien sûr. Autre type de blessure, les gens qui sont trop gentils, dans l'excès de gentillesse, où ils font passer tous les besoins des autres, tous les désirs des autres. En priorité, ce sont des gens qui répondent « oui, oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, immédiatement ». Donc là, il y a un besoin d'amour excessif. C'est un vide d'amour dans le cœur. Et ça, c'est souvent un enfant qui a ressenti un manque d'amour. Alors, en tout cas, pas l'amour comme il l'imaginait. Il peut y avoir de l'amour, un parent qui va
ne pas savoir témoigner de l'amour par des mots, par des câlins, mais qui va faire tout ce qu'il faut pour l'attention, la gestion. Mais pour l'enfant, c'est pas de l'amour en fait. Voilà. Un parent, effectivement, qui va aussi confier son enfant à un grand-parent parce qu'il ne peut pas s'occuper de lui par des contraintes professionnelles, matérielles, eh bien, quelque part, c'est un acte d'amour que fait ce parent-là, parce qu'il veut prendre soin à tout prix de son enfant. Et pourtant, l'enfant ne va pas vivre cet acte comme un acte d'amour. Il va le vivre comme effectivement un manque d'amour, un vide d'amour, et enregistrer en même temps, bien sûr, je ne suis pas aimable. Hein. Je ne suis pas aimable. Il y a aussi toutes les injonctions des modèles parentaux du style « Ah écoute, il faut que tu fasses plaisir, hein. Tu dois t'occuper d'abord des autres, après toi tu verras. Mais d'abord les autres, fais plaisir, c'est important que tu fasses plaisir. » J'ai grandi comme ça, je connais bien. Il en résulte bien sûr une peur profonde de déplaire, surtout ne pas décevoir. Donc on tourne son attention uniquement vers les autres, on fait plaisir, on dit oui à tout. Voilà. Et forcément, le résultat, c'est un grand manque d'amour de soi, puisque l'autre est plus important que moi. Donc ce sera un grand chemin d'apprentissage, l'amour de soi. On en parlera bien sûr. Ensuite, autre exemple, l'impression de subir. Donc des gens qui se sentent victimes, qui se sentent impuissants dans subir leur vie. Eh bien, là encore, très souvent, dans la lignée, il y a eu des mémoires de persécution, des mémoires d'humiliation, de honte, voilà. Et en tant qu'enfant, je peux moi-même avoir été victime, d'accord, d'abus, d'humiliation, voilà, de harcèlement, etc. D'avoir été dépouillée, voilà, d'avoir été victime, vraiment. Alors que ce soit effectivement à l'intérieur, au centre de ma famille, hein, ou aussi à l'extérieur, hein, ça peut être à l'école, ça peut être dans la vie, ordinaire, on va dire. Hein. Et en tant qu'enfant, en fait, la difficulté, c'est que j'ai pas été défendue par un adulte responsable. Quoi qu'il se soit passé, il n'y a pas un adulte responsable qui m'a défendue. Peut-être que je n'ai pas osé dire, c'est possible. Mais en tout cas, le ressenti, c'est ça. C'est j'ai pas été défendue par un adulte responsable. Donc j'ai vraiment l'impression d'être obligée de subir. Voilà, que la vie c'est comme ça en fait. Voilà, c'est comme ça. Et cette blessure de subir, d'être victime, eh bien, elle est nourrie par un grand sentiment de culpabilité. On a déjà parlé de la culpabilité. Voilà. Et quand je subis quelque chose, eh bien, tout de suite, je vais retourner vers moi la question, j'ai dû faire quelque chose de pas bien, j'ai dû faire quelque chose de mal, d'inacceptable. Voilà. Et je me sens coupable, en fait. Voilà. Autre blessure, le sentiment d'injustice, voilà, avec un besoin à tout prix de reconnaissance, d'approbation, voilà, la comparaison, le jugement, la critique, voilà, tout ça, c'est le même type de blessure. Et là, on peut retrouver le fait de ne pas avoir été attendu, d'accord, puisque si je ne suis pas attendue, je ne suis pas reconnue pour l'être que je suis. On ne me reconnaît pas. Encore une fois, tout ça, c'est du ressenti. C'est pas une réalité, c'est un ressenti. C'est la perception de l'événement. Donc ne pas avoir reçu de la reconnaissance dont on avait besoin pour se sentir vraiment exister, pour être validé, pour être approuvé. Encore une fois, si mes parents n'ont pas ce regard vers moi, cette attention vers moi, eh bien, je vais effectivement ressentir ce manque de reconnaissance. Il peut y avoir de la comparaison aussi, de la comparaison de la part de mes parents par rapport à mes frères et sœurs. Voilà, donc on va me juger. Et puis du coup, je vais aussi, moi, être dans l'autocritique. Je vais critiquer les autres puisque je grandis dans la critique. Je grandis dans une échelle de reconnaissance. Comment on me reconnaît? C'est bien, c'est pas bien. Et là, je vais aussi donc devenir aussi mon propre bourreau quelque part. Hein. Je vais me critiquer. On me critique, je me critique. Voilà, donc quand j'ai reçu effectivement de la part des éducateurs des jugements, des critiques, voilà. Donc le besoin de reconnaissance, on a déjà parlé,
c'est aussi une grande source de souffrance, voilà. Et ressentir des choses injustes, voilà, avoir l'impression d'être victime aussi. Ça se recoupe un petit peu tout ça, hein. Voilà, c'est des nuances. Enfin, j'ai envie d'aborder le dernier type de blessure, c'est le besoin de contrôler la vie, à tout prix, pour que rien ne m'échappe. Et là, il y a vraiment une peur très profonde qui domine. Elle est souvent inconsciente, hein. C'est la peur de mourir, la peur du vide, la peur du néant, la peur d'un danger hypothétique à tout moment. Et toutes ces peurs sont des peurs archaïques, des peurs primaires, et elles concernent la survie. Donc là, on est dans un cerveau qui est reptilien, qui est vraiment archaïque, c'est la survie. Donc, il faut rester vigilant, il faut être sur le qui-vive. Voilà. Ces blessures-là, on les retrouve souvent en héritage de parents dans la lignée qui ont vécu des choses douloureuses, des peurs profondes. Un parent qui est parti à la guerre, un climat difficile, on va le retrouver en héritage. Et puis, on va retrouver aussi cet héritage-là au niveau de la naissance aussi. Si la naissance se passe mal, il peut y avoir aussi cette peur de la mort dans le passage, par exemple. Et voilà, et inscrire aussi, et la mère peut l'inscrire, et puis l'enfant peut l'inscrire aussi, hein. Inscrire cette terreur de mourir, ce vide, voilà, cette peur du néant. Il y a bien d'autres causes encore, hein, mais bon, on va pas tout aborder là comme ça, c'est un petit peu plus, ça demande beaucoup plus de temps et de développement. Voilà, en gros, je voulais vous présenter ce qu'était l'enfant intérieur, comment il agit avec ces blessures non résolues, ces blessures non pacifiées à l'intérieur de nous. Donc tant que nous n'aurons pas repris contact avec l'enfant en nous et apprivoisé cet enfant, parce qu'on s'en est pas occupé, hein, bien sûr, peu importe l'âge que nous avons, on l'a laissé de côté, on l'a ignoré, et bien tant que nous ne serons pas engagés envers lui, à prendre sa défense en tant qu'adultes que nous sommes devenus, eh bien il continuera à se manifester automatiquement dans notre vie, avec sa blessure. Voilà, il est donc nécessaire, vraiment nécessaire, de prendre contact avec notre enfant intérieur et d'identifier ses blessures. Dans le prochain podcast, je vous proposerai un voyage guidé pour prendre contact avec votre enfant intérieur. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.